Bonsoir tout le monde. Alors, cette présentation se déroulera autour de la normalité. Nous avons vu dans les séances précédentes que l'une des hypothèses du modèle de régression linéaire est la normalité des résidus. Donc, dans cette présentation, nous allons voir comment réaliser un test de normalité sur SPSS. Pour ce faire, laissez-moi partager mon écran avec vous. Voilà, ici, nous avons deux variables, V1 et V2. Donc, on va tester la normalité, n'est-ce pas, la normalité de V1 et de V2. On va voir si la variable V1 suit une distribution normale et si la variable V2 suit aussi une distribution normale. Donc, pour ce faire, on va dans Analyse, Statistiques descriptives, Explorer. Ici, liste variables dépendantes. Donc, on va sélectionner les variables concernées. Il s'agit de V1 et de V2. Donc, on sélectionne V1 et V2. Ici, statistiques, donc on laisse ça à 95%. Diagramme, donc boîte à moustache, niveau de critères. OK. Et puis ici, on va sélectionner histogramme et diagramme de répartition gaussien avec test. Il faut sélectionner histogramme pour avoir une approche graphique de la normalité des variables en question. Et ici, pour avoir une approche probabiliste. OK. On fait poursuivre. Après, OK. Maintenant, je vais repartager mon écran parce qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Voilà. OK. Ici, OK. Ici, nous avons ce tableau qui présente un ensemble de statistiques pour chaque variable. Donc, on a la moyenne, l'intervalle de confiance, la médiane, la variance, les quartiles, le minimum, le maximum, l'intervalle interquartile, le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'aplatissement. Okay. Après, ici, SPSS présente deux tests. Le test de Kolmogorov-Smirnov et le test de Shapiro-Wilk. Donc, le test de Kolmogorov-Smirnov est applicable pour de grands échantillons et le test de Shapiro-Wilk est applicable pour de petits échantillons, c'est-à-dire des échantillons de taille inférieure à 50 observations. D'accord? Maintenant, quel est le critère de décision pour ces deux tests? On va regarder la valeur de p-value. Okay? Maintenant, le critère de décision est le suivant. Lorsque la p-value est supérieure à 5%, on va accepter l'hypothèse de normalité des données. Lorsque la p-value est inférieure à 5%, on va rejeter l'hypothèse de normalité des données. Maintenant, regardons ce qui se passe. Pour la variable V1, vous avez une p-value qui est égale à 0,20, donc qui est supérieure à 5%. Donc, ce qui signifie que la variable V1 suit une distribution normale pour le test de Kolmogorov-Smirnov. Qu'en est-il de la variable V2 pour le test de Kolmogorov-Smirnov? Eh bien, vous voyez que la p-value pour V2 est nettement inférieure à 5%, ce qui signifie que V2 ne suit pas une distribution normale. Maintenant, qu'en est-il du test de Shapiro-Wilk pour ces deux variables, V1 et V2? On va regarder la p-value. La p-value pour V1 est aussi supérieure à 5%, donc ce qui veut dire que V1 suit une distribution normale. Donc, le résultat du test de Shapiro-Wilk confirme le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov. Qu'en est-il de la variable V2 pour le test de Shapiro-Wilk? Eh bien, le test de Shapiro-Wilk montre aussi que la variable V2 ne suit pas une distribution normale puisque la p-value est nettement inférieure à 5%. Maintenant, regardons l'histogramme de fréquence pour la variable V1. On voit que ce diagramme de fréquence pour la variable V1 peut être assimilé à une distribution de Gauss. D'accord? Donc, globalement, donc graphiquement ou bien visuellement,
on peut voir qu'il y a une certaine normalité dans la variable V1. Okay? Maintenant, qu'en est-il du diagramme quantile-quantile, ou ce qu'on appelle le QQ-plot? Donc, on va regarder comment le nuage de points est réparti autour de la droite. Lorsque le nuage de points est concentré autour de la droite, donc on va dire que la variable suit une distribution normale. Donc, ici, dans ce cas, à part quelques valeurs extrêmes qui s'éloignent plus ou moins de la droite, donc globalement, on voit qu'il y a une certaine normalité de la variable V1. Maintenant, qu'en est-il de la boîte à moustache? Donc, la boîte à moustache présente les statistiques suivantes. Donc, ici, on a le minimum, d'accord? Ici, on a le minimum. Ici, on a le premier quantile, d'accord? Ici, on a la médiane ou le deuxième quantile. Ici, on a le troisième quantile. Ici, on a le maximum. Donc, on a 5 statistiques qui sont représentées dans la boîte à moustache. Maintenant, on va regarder la symétrie de la médiane. La médiane présente une certaine asymétrie puisque la médiane est décalée légèrement vers la partie supérieure de la boîte. Mais il y a quand même une certaine symétrie. Et qu'en est-il des moustaches? Donc, les moustaches, bon, c'est vrai que la longueur de cette moustache est plus grande que celle-ci, mais globalement, il y a une certaine symétrie des moustaches pour la variable V1. Maintenant, qu'en est-il pour la variable V2? L'histogramme de fréquence, ça montre qu'il y a une certaine asymétrie. Donc, ce diagramme est asymétrique. Donc, on ne peut pas assimiler ce diagramme à la courbe en cloche, d'accord? À une distribution normale. Ici, qu'en est-il du diagramme quantile-quantile? Donc, vous voyez que le nuage de points est plus éloigné de la droite par rapport à la variable V1. D'accord? Donc, on va dire que, en fait, la normalité n'est pas évidente pour la variable V2. Maintenant, pour la boîte à moustache, en ce qui concerne la variable V2, vous voyez que la médiane est très asymétrique parce qu'elle est située elle est complètement située dans la partie supérieure de la boîte. Et c'est aussi la même chose pour les moustaches. Les moustaches sont très asymétriques. Vous voyez, cette moustache par rapport à cette moustache, donc c'est très asymétrique. Donc, globalement, donc, la variable V2 ne suit pas une distribution normale, contrairement à la variable V1. Donc, voilà ce qui complète la présentation d'aujourd'hui sur la normalité des données. Donc, j'espère que cette présentation a été utile et je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.